Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast sur la maladie de Horton. On se base ici sur le collège de médecine interne, 4e édition, actualisée R2C. Le podcast sera divisé en plusieurs parties. Premièrement, des définitions et un peu d'épidémio. Deuxièmement, un gros morceau représenté par les signes cliniques puis biologiques de la maladie. Dans une troisième partie, on abordera les examens complémentaires et la prise en charge. Et enfin, en fin de podcast, on fera un petit focus sur la PPR ou pseudo-polyarthrite rhizomélique, maladie satellite du Horton. Donc, la maladie de Horton ou artérite à cellules géantes, c'est une vascularite des vaisseaux de gros calibre. Une vascularite, c'est une atteinte inflammatoire de la paroi des vaisseaux sanguins. L'épithélium vasculaire, notamment, perd ses capacités antithrombogènes, ce qui explique que les manifestations cliniques des vascularites sont, on va le voir, des sténoses des lumières vasculaires, donc des phénomènes d'ischémie. Et quels sont les vaisseaux touchés dans la maladie de Horton précisément ? Ce sont les vaisseaux de gros calibre, à savoir l'aorte et ses branches de division, tout comme d'ailleurs la maladie de Takayasu. La population typique de l'artérite à cellules géantes, c'est la femme de plus de 50 ans. Le sexe ratio est de 4 femmes pour 1 homme. Pour comprendre les signes cliniques de la maladie, il faut prendre en compte les localisations préférentielles de l'atteinte inflammatoire. Ces vaisseaux préférés au Horton, ce sont les troncs supra-aortiques, c'est-à-dire les vaisseaux qui partent de l'aorte à destinée céphalique, donc la carotide interne, la carotide externe et les artères vertébrales. Ces phénomènes d'ischémie sur les trajets carotidiens et vertébraux vont donner les signes cliniques suivants. Des céphalées temporales résistantes au paracétamol, ce qu'on appelle le signe du peigne, typiquement la patiente qui vous dit qu'elle a mal quand elle se peigne à cause d'une hyperesthésie du cuir chevelu. Une claudication des mâchoires qui se définit comme une contracture douloureuse des masséters lors de la mastication mais qui s'arrête au repos. Et enfin une artère temporale qu'on palpe comme indurée, sans pouls. Souvent on décrit une artère qu'on voit trop bien sur le front des patients. Donc là on a vu les conséquences de l'atteinte céphalique de la maladie. La maladie elle aime beaucoup aussi l'artère ophtalmique, dont plusieurs branches vascularisent la tête du nerf optique. Cela va sans dire qu'on en a pas mal besoin de ce nerf optique. S'il est atteint par l'ischémie, on parle de neuropathie optique ischémique antérieure aiguë ou NOIA, N-O-I-A-A. Cette neuropathie optique ischémique se manifeste par une baisse brutale de l'acuité visuelle, unilatérale et généralement définitive. On la recherche au fond d'œil parce que la clinique elle est très pauvre là-dessus. L'œil n'est pas rouge, il n'est pas non plus douloureux. Au fond d'œil donc, on retrouve typiquement un œdème papillaire et des hémorragies en flammèche péripapillaire. On continue un peu notre tour des localisations inflammatoires du Horton et de dissection ou d'anévrisme. Elle peut aussi toucher les artères de membres, plus fréquemment les membres supérieurs, avec encore une fois des signes cliniques d'ischémie, comme une claudication de membres. Il s'agit d'une douleur ou faiblesse d'un membre à l'effort, cédant au repos, à l'image de ce qu'on avait avec les masséters dans l'atteinte céphalique. On peut aussi retrouver un souffle vasculaire. On rappelle que tout ce qui sténose une artère est susceptible de donner un souffle. Dans un souffle, ce qui fait du bruit, c'est l'accélération d'un flux sanguin devant un obstacle endoluminal pour conserver un débit malgré la diminution de surface. On peut aussi retrouver une diminution ou abolition d'un pouls périphérique. De manière logique, une ischémie, c'est moins de sang qui arrive à destination. Et enfin, une asymétrie tensionnelle, puisque si la sténose est unilatérale, on n'aura pas les mêmes chiffres tensionnels d'un bras à l'autre. À côté des manifestations céphaliques, ophtalmiques et macrovasculaires, donc l'aorte et l'artère des membres suples, il nous reste 2 autres types de symptômes, cette fois plutôt aspécifiques et dont la physiopathologie est moins évidente à isoler. Il s'agit premièrement des signes généraux que sont la fièvre et l'AEG. On rappelle que les maladies inflammatoires sont des étiologies à part entière de fièvre. La preuve donc que l'infection n'en est pas la seule cause.
Et deuxièmement, les signes articulaires avec douleur, raideur, d'horaires inflammatoires, des ceintures pelviennes et scapulaires, s'intégrant dans un tableau de PPR ou pseudo-polyarthrite rhizomélique. Rhizo, ça veut dire racine. L'atteinte est donc prédominante sur les racines des membres, les épaules pour les membres sup et les hanches et le bassin pour les membres inf. Là, on a vu pas mal de symptômes. On va se résumer un peu avant de continuer. L'inflammation vasculaire et donc les phénomènes d'ischémie de la maladie de Horton engendrent des signes cliniques d'abord céphaliques par atteinte des troncs supra-aortiques avec céphalée temporale, signe du peigne, claudication des mâchoires et une artère temporale indurée, sans pouls, qu'on voit très bien sur le front. Deuxièmement, des signes ophtalmiques par atteinte de l'artère ophtalmique avec la noia qui se manifeste par une baisse brutale de l'acuité visuelle qu'on peut objectiver au fond d'œil. Troisièmement, l'atteinte macrovasculaire par atteinte donc de l'aorte elle-même et des artères des membres sup, avec tous les signes d'ischémie que sont la claudication de membres, le souffle vasculaire, l'abolition de pouls et l'asymétrie tensionnelle. Pour finir de manière aspécifique, on aura de la fièvre et un AEG, ainsi qu'une PPR associée. Il existe 2 urgences au cours de l'artérite à cellules géantes, l'amorose et la diplopie. L'amorose, c'est une perte de vision transitoire de quelques secondes à quelques minutes. La diplopie transitoire, quant à elle, est le signe d'une paralysie oculomotrice, par ischémie musculaire des muscles oculomoteurs. Ce sont des urgences fonctionnelles et non pas vitales, mais des urgences quand même, parce qu'on les considère comme étant des prodromes, donc des signes annonciateurs de cécité définitive. Et la biologie alors, qu'est-ce qu'elle donne ? Sans surprise, on retrouve un syndrome inflammatoire biologique avec CRP, fibrinogène et VS augmenté. La NFS retrouve une anémie inflammatoire avec plus ou moins une thrombocytose en rapport avec l'inflammation. Et le bilan hépatique montre également une cholestase anictérique. Comment on fait le diagnostic de maladie de Horton ? Pour faire le diagnostic d'une vascularite, il nous faut une preuve histologique. Cette preuve, on va l'obtenir en biopsiant l'artère temporale. Attention, ce n'est pas un examen infaillible, puisqu'on a un tiers de faux négatifs. Pour comprendre tous ces faux négatifs, il faut savoir que l'atteinte inflammatoire de la paroi des vaisseaux, elle est segmentaire. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas partout, et donc quand on va venir biopsier 0,5 à 1 cm d'artère, si on n'a pas de chance et qu'on prélève un morceau sain, on ne retrouve rien à l'anatomopathologie, alors qu'en prélevant quelques centimètres plus loin, on aurait pu trouver quelque chose. Et alors, quels sont ces éléments typiquement retrouvés à l'anatomopathologie de biopsie d'artère temporale ? Toujours sans surprise, une réaction inflammatoire, avec un filtrat inflammatoire constitué de cellules mononucléées, parfois cellules multinucléées géantes qui sont pathognomoniques, d'où le nom d'artérite à cellules géantes. On retrouve également une fragmentation de la limitante élastique interne et une hyperplasie intimale responsable de sténose vasculaire. Parmi les examens complémentaires, on peut aussi avoir recours à l'imagerie vasculaire qui fait d'immenses progrès. Elle peut montrer des signes indirects de vascularite ou bien faire un état des lieux des complications macrovasculaires. On peut citer parmi ces examens d'imagerie l'échodoppler d'artère temporale ou des branches de l'aorte avec le signe du halo. L'angio-TDM ou angio-IRM peuvent montrer un épaississement circonférentiel et homogène de la paroi vasculaire. Et enfin, la TEP-TDM au 18-FDG peut objectiver un hypermétabolisme des parois vasculaires. Tous ces signes qui vont donc nous permettre d'avancer sur le diagnostic de maladie de Horton. Ensuite, on va évoquer la prise en charge de cette maladie. Le remède de la maladie de Horton, c'est la corticothérapie. Elle est à débuter dès la suspicion diagnostique, donc avant même de faire la biopsie de l'artère temporale ou une éventuelle imagerie. La non-corticosensibilité des signes cliniques à 48 heures doit faire remettre en cause le diagnostic, parce que la corticothérapie, elle marche très très bien sur la maladie de Horton. Donc si elle ne marche pas et qu'on n'a pas une évolution favorable des signes cliniques à 48 heures,
c'est qu'on s'est peut-être trompé de diagnostic. Par ailleurs, le pronostic de l'artérite à cellules géantes, il est globalement assez bon. On termine le podcast par un petit focus sur la PPR ou pseudo-polyarthrite rhizomélique, qu'on a déjà un petit peu évoqué dans les signes articulaires de la maladie de Horton. La PPR, ce n'est pas une vascularite, c'est un rhumatisme inflammatoire des ceintures scapulaires et pelviennes, d'où le terme de rhizomélique avec rhizo qui signifie racine, pour racine de membre. Et pourquoi on en parle là maintenant dans un podcast sur le Horton ? Parce que 40 à 60% des patients atteints de maladie de Horton ont une PPR associée. Attention cependant, la PPR elle peut très bien exister seule, mais elle est 3 fois plus fréquente chez un patient qui a la maladie de Horton. Tout comme l'artérite à cellules géantes, la PPR est une maladie du sujet de plus de 50 ans avec le même sexe ratio que le Horton. Donc plus précisément, c'est une maladie de la femme de plus de 50 ans. Les signes cliniques, on en a déjà parlé. Il s'agit des douleurs articulaires et myalgies bilatérales et symétriques des ceintures scapulaires et pelviennes, d'horaires inflammatoires puisque c'est un rhumatisme inflammatoire, tout ça évoluant depuis plus d'1 mois, associé à un AEG et à un syndrome inflammatoire biologique. Ce qu'il est aussi important de comprendre, c'est que la PPR, elle n'atteint aucun autre appareil que le locomoteur. Donc les signes cliniques se limitent vraiment aux douleurs articulaires et myalgies. On le voit, ces signes cliniques, ils sont plutôt aspécifiques, ce qui fait de la PPR souvent un diagnostic d'élimination. Les éléments qui en tout cas doivent faire remettre en question ce diagnostic, donc nous faire écarter l'hypothèse d'une PPR, c'est premièrement les signes généraux intenses. Ils sont généralement mineurs ou pas très bruyants dans la PPR. Deuxièmement, l'absence de syndrome inflammatoire. On rappelle que la PPR est un rhumatisme inflammatoire, donc le syndrome inflammatoire biologique sera systématique. Troisièmement, l'absence d'atteinte des épaules, qui est très fréquente, voire systématique dans la PPR. Et enfin, une réponse incomplète aux corticoïdes, qui, pour le Horton comme pour la PPR, marche très très bien. Le pronostic de la PPR, il est excellent, parce qu'il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire non érosif qui n'atteint que l'appareil locomoteur et qui répond très bien à la corticothérapie. Voilà, c'est tout pour ce long podcast sur l'artérite à cellules géantes. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre la maladie. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast.